Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Kamel sans filtre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alicia Brun. Arrivée au Luxembourg il y a une dizaine d'années, Alicia a construit un parcours marqué par le travail, la persévérance et l'envie d'avancer. De ses premiers jobs d'été dans les champs du sud de la France jusqu'à son rôle de country manager chez Up Luxembourg, elle a toujours multiplié les expériences et relevé de nouveaux défis. Vous la connaissez peut-être aussi pour son passage chez Payconiq, anciennement DigiCash, l'application de paiement mobile devenue incontournable au Luxembourg, où elle a participé à une aventure qui a marqué l'écosystème digital du pays. Dans cet épisode, on parle de son parcours, de ses débuts, de leadership, d'innovation, de fintech, mais aussi des rencontres et des choix qui ont façonné sa carrière. Un échange authentique, sans filtre, avec une personnalité qui a contribué à l'évolution du paysage numérique luxembourgeois. Je vous laisse découvrir cet épisode et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, liker, commenter et partager. Bonne écoute à tous. Where sustainability and social welfare are at the core of our concerns, where technological lead. Bonjour Alicia. Bonjour Kamel. Comment ça va ? Super, et toi ? Écoute, très bien. Ravi de t'accueillir dans ce nouveau podcast. Merci. On va apprendre à te découvrir et tu vas nous donner un peu quelques infos sur toi, sur ton parcours, Ça marche. comme je fais chaque fois dans ce podcast. On va commencer par la question la plus simple. Tu connais l'histoire du Joker. Je Ouais. la laisse sur la table parce qu'en vérité, très peu de gens l'utilisent et je pense que tu n'utiliseras pas. Mais si tu en as besoin, tu le feras. Ça marche. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Ouais. qui est Alicia Brun ? Alors, j'ai 35 ans. Ça fait 10 ans que je suis au Luxembourg. Je suis arrivée, comme pour beaucoup, rejoindre mon conjoint qui s'était déjà installé ici. Et je viens de région parisienne. Parcours assez classique avec un master. Et puis ensuite, j'ai démarré au Luxembourg avec DigiCash Payconiq, l'application de paiement mobile qui est devenue incontournable au Luxembourg. Et puis maintenant, je suis country manager chez Up Luxembourg. On va revenir après sur l'histoire de DigiCash et Up, parce que c'est très intéressant au niveau de DigiCash que je connais très bien. Quel était ton premier job ? Avant, quand tu étais étudiante, tu as dû bosser, tu faisais quoi ? J'ai bossé, j'avais à peu près 15 ans. J'ai bossé dans les champs dans le sud de la France pour ramasser des prunes. Ça, c'était mon premier job, ouais. C'était hyper physique, il faisait chaud. Mais j'avais de la chance d'être dans une maison de campagne et à côté des agriculteurs, quoi. C'était en été ? C'était en été, ouais. Il faisait beau ? Il faisait beau, il faisait très chaud, ouais. Il faisait très chaud et du coup, c'est la première fois que je rencontre aussi des personnes très différentes du milieu dans lequel j'évoluais au quotidien. Et tu faisais ça chaque année ? J'ai fait ça 2 ans et puis après, j'ai travaillé en boulangerie. Ok. Un été, j'ai travaillé chez EDF. En fait, j'ai bossé toutes les vacances à partir de 15-16 ans. Tous les étés, j'ai bossé. Puis après, j'ai bossé chez CEA en tant que vendeuse pendant mes études, après l'école et les week-ends aussi. Tu prenais pas de vacances ? Non, j'avais très peu de vacances. Très peu de vacances, ouais. Je prenais une semaine pour rejoindre mes parents dans la famille, quoi. Mais sinon, assez peu de vacances à partir de 15-16 ans. Et pourquoi tu faisais ça ? Parce que tu avais besoin d'argent ou parce que tu... Non, franchement, j'avais pas particulièrement besoin d'argent. Je viens pas d'une famille aisée, mais pas non plus précaire du tout, classe moyenne classique française. Par contre, ce qu'on a, c'est le fruit du travail, quoi. T'as des frères et sœurs ? J'ai un petit frère. Et lui, il bossait comme toi ou... Lui, il a bossé un peu plus tard. Parce qu'il avait une grande sœur aussi. Ouais, donc c'est toi qui lui payais les trucs ? Un peu, ouais, un peu. Si on regarde ton quotidien aujourd'hui, quelle est la chose qui te passionne le plus ? Au quotidien, ce qui me passionne le plus, c'est d'abord de prendre soin de ma fille, qui a 4 ans maintenant. Mais sinon, c'est vraiment de développer cette activité avec Up, puisque c'est un challenge de dingue. Parfait. On va commencer par ton parcours. Donc, ton premier job, c'était DigiCash. C'est bien ça ? Mon tout premier job, j'ai bossé aux Galeries Lafayette à Paris, au siège où j'ai été dans la direction marketing. Et à l'époque, le e-commerce, c'était encore une unité business séparée. Et donc, l'enjeu, c'était de faire grossir l'activité sur le e-commerce. Donc, c'est là où j'ai démarré pour bosser pendant 2-3 ans. Et ensuite, je suis arrivée au Luxembourg.
Donc parce que tu devais chercher un job. Parce que mon copain de l'époque et mon conjoint maintenant ne voulaient pas rester en France, qu'il a commencé un boulot au Luxembourg et la discussion qui a eu lieu, c'est on va à l'étranger, je cherche un job. Le Luxembourg, honnêtement, c'était pas dans ma map. Hein. Je savais que ça existait, mais je savais même pas à quoi ça ressemblait quand il a commencé à bosser ici. Et puis quand j'ai postulé chez DigiCash, j'avais déjà vu ces petites bornes à Auchan à l'époque. Et voilà. Et t'as postulé. Et j'ai postulé et c'est l'offre d'emploi la plus intéressante que j'ai eue. Comment s'est passé l'entretien ? J'ai rencontré Raoul, qui est un des fondateurs de DigiCash, qui est maintenant CEO de Finology. Ça s'est bien passé. Et vu qu'il t'a embauché, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, mais en bonne française, quand on a voulu switcher en anglais, il m'a dit on va repasser en français. Donc ça, c'était un peu drôle. Et puis maintenant, ça va beaucoup mieux après 10 ans, mais c'est vrai que voilà. Comment s'est passée cette expérience ? Qu'est-ce que tu as appris sur l'innovation et paiements digitaux Au final, ça n'a pas duré si longtemps que ça, parce que quand je suis arrivée en 2016, un an après, ils vendaient la société. Donc, je suis restée avec eux, avec les fondateurs, un peu plus d'1 an. Mais je crois que ça a été une année fondatrice pour moi, parce que je suis arrivée pour faire du digital marketing et au final, j'ai géré tout le marketing avec eux. Et l'enjeu, c'était de faire décoller l'usage de DigiCash, puisqu'ils avaient déjà développé une super appli de paiement. Ils étaient ultra précurseurs. Parce que quand on voit l'argent qui est mis aujourd'hui dans les applications de paiement et ce que devient DigiCash, qui est en fait le projet Wero européen. Donc, il faut se dire qu'ils ont été les prémices de ça. Et le Luxembourg sert d'exemple en raison de l'adoption de cette solution. C'est une sacrée success story. En plus, ils sont 3. Ouais. Comment tu faisais pour gérer les 3 ? Parce que, faut gérer les 3. Ils ont tous les 3 ont des, je les connais bien, ont des comportements différents. Ils ont tous des visions différentes. Tu travailles plutôt avec un que les 3 ? Alors, je travaillais surtout avec Raoul. Ok. Qui était celui à qui je reportais le plus régulièrement, mais je crois pas que je l'ai géré. Par contre, moi, j'ai été animée par un truc. Raoul, quand je suis arrivée, il a dit il faut multiplier par 10 le nombre de paiements par jour d'ici la fin de l'année. Comment on va faire ? Et donc, moi, j'étais là dans mon fichier Excel, budget, action marketing en tout genre, à réfléchir comment on allait pouvoir y arriver. Et ça a été avoir un impact sur l'usage parce qu'on y est arrivé, on a même dépassé cet objectif. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Donc, ça a été un sacré mentor pour toi, même si ça duré qu'un an. Oui, et ça l'est toujours. Moi, si j'ai besoin d'un avis, ça m'arrive. Il t'aide encore. Non, c'est pas qu'il m'aide. Enfin, si, on peut dire ça, mais disons que si j'ai besoin d'un avis... D'ailleurs, parfois, pour The Dot, ça m'est arrivé... d'appeler Jonathan, par exemple. Tu vois. J'espère qu'il disait du bien. Toujours du bien. C'est top. Donc, ça t'a appris pas mal de choses. Au bout d'1 an, ça a été vendu. Comment ça se passe, cette vente ? La vente, en fait, elle est déjà décidée. Donc, nous, quand on nous l'annonce, la décision, elle est prise et voilà, c'est effectif. On reste dans les bureaux. Ils sont très humains, donc il y a un accompagnement. Mais après, c'est les Néerlandais d'ING et des banques qui deviennent actionnaires de Payconiq et DigiCash qui prennent le relais, quoi. Et là, tu deviens responsable marketing de Payconiq. Ouais, je deviens responsable marketing de Payconiq et ce qui me marque, c'est quand même, c'est un peu la souffrance de beaucoup de boîtes au Luxembourg. C'est quand c'est géré depuis l'étranger, il y a quand même un temps d'inertie pour comprendre ce qui se passe vraiment au niveau local. Ouais, parce qu'ils sont déconnectés. Il faut qu'ils prennent le temps de comprendre, quoi. Et donc, on est embarqué dans un projet qui devient européen. Qu'est-ce que cette période t'a apporté dans la manière de voir le business ? Déjà, j'ai vu ce que c'était la différence de bosser avec des fondateurs, quelqu'un qui met son argent dans une boîte et quelqu'un qui est financé. Le rapport à l'argent, le rapport à la performance, il est quand même différent. Je crois que bosser avec des fondateurs, il n'y a pas de meilleure école, pour moi en tout cas. Et puis après, ce que j'ai appris, c'est quand même, on a fait une transition de marque de DigiCash à Payconiq qui a été un succès. On avait les budgets pour, donc franchement, je me suis vraiment fait
les armes sur cette transition, à la fois de plateforme, de clients, d'utilisateurs, de banques. Donc, c'était quand même assez énorme à gérer, toujours avec le support des fondateurs qui étaient là pour assurer une bonne transition. Et donc après, tu quittes Peconic, tu refais autre chose Mais en fait, quand je quitte Peconic, c'est directement pour monter Up. Ok. Je pars en congé maternité. Ok. Je décide de ne pas prendre de congé parental. Moi, je sais déjà quand je pars que pour moi, il est temps de chercher autre chose. Je ne suis pas dans une recherche encore active. Et on est en août 22. Et là, il y a cette opportunité qui arrive. Je discute avec le chasseur de tête. Je ne suis pas pressée. J'ai ma fille dans les bras. Elle a à peine 3 mois. Et puis, de fil en aiguille, je prends la décision de rejoindre Up. Donc, en fait, je quitte Peconic pour monter une boîte. Ok, donc ça, c'est complètement différent. C'est plus la même chose. Non, c'est plus la même chose, non. Et tu te sentais capable de le faire Dès le début, tu t'es dit, je suis la bonne personne pour faire ça? Déjà, je me suis posé la question sur le projet. Ça a pris des mois. On a discuté avec le fondateur de la filiale en Belgique, Moniz, et qui m'a recrutée. Et puis sinon, en fait, je me suis posé beaucoup de questions par rapport au fait que j'étais une nouvelle mère avec encore un nouveau-né. Et c'est mon conjoint qui m'a dit, bon, arrête de te poser des questions. T'as envie de le faire? Ben oui, j'ai envie de le faire. Bon, ben on y va et puis vas-y. Et puis si ça va pas ou qu'il y a un problème, on gérera après. Si t'as envie de le faire, on y va, on verra après. Et il t'a aidé? Bah, c'est lui qui a fini par planter le clou, de la décision, quoi. Voilà. C'est pas toujours évident quand même quand on a ce genre de décision à prendre. Ça arrive souvent à des femmes qui mettent leur carrière de côté. Parce que voilà, ils ont un enfant et ils se disent oui, ou qui en tout cas ralentissent au moment de l'arrivée d'un enfant, ce qui me paraît aussi normal. Moi, j'ai quand même je réalise quand même j'ai réalisé quand même après que tout avoir une carrière professionnelle très très active, une vie de parentale très active, une vie de couple, prendre soin de soi, tout ça tout le temps avec la même intensité, c'est extrêmement difficile si c'est pas impossible. Ça demande une organisation très très forte et d'avoir 1+1 ultra présent, quoi. T'es organisée? Je suis organisée et surtout, j'ai fait le choix de vivre au Luxembourg à 10 minutes de mon lieu de travail, ce qui me permet d'aller chercher ma fille et de ressortir. Et ça change tout. Je suis pas sûre qu'en vivant à Paris, puisque c'est là d'où je viens, ça aurait été possible ou en tout cas, ça aurait été beaucoup plus difficile. Quand tu as rejoint Up, qu'est-ce qui t'a fait dire c'est le bon choix? J'ai déjà rencontré une personne avant de rencontrer un projet, puisque j'ai rencontré le fondateur de la filiale en Belgique, Up Moniz, qui est un entrepreneur qui a revendu sa boîte à un groupe, au groupe Up, et qui est toujours CEO avec un parcours hors norme. Et voilà, c'est lui qui m'a convaincue parce que j'allais pouvoir bénéficier de son mentorship et puis des finances d'un groupe pour lancer l'activité. Mais c'était pas évident parce que quand j'en discutais avec mes collègues, parce que à l'époque, Up, on avait des discussions avec Peconic sur une possible collaboration qui existait déjà en Belgique. J'avais quand même des gens qui avaient rencontré Jean-Louis Vanneau, qui est le fondateur, qui a dit son truc, ça marchera pas. Et je savais que je venais de prendre la décision, son truc, ça marchera pas. Il faut construire un réseau de commerçants pour que les gens puissent dépenser leur chèque repas. Il faut aller chercher les employeurs. C'est l'histoire de l'œuf et la poule. Il va jamais y arriver. Et qu'est-ce qui a fait, tu penses, qu'ils t'ont choisi? Parce que tu fais du marketing à la base. Marketing, sales. Marketing, sales. Donc, ouais. Je pense que faudrait leur demander, mais je crois que j'ai quand même une grosse force de travail. J'avais bien compris le marché. Je connaissais très bien les réseaux de commerçants, les systèmes de paiement, puisque DigiCash, c'est quand même un système de paiement. Et ça demande, au moment de la création de la boîte, d'être quand même capé sur tous ces sujets-là, qui sont quand même assez techniques. Et si tu comprends pas ça, c'est très difficile de démarrer. Justement, parce que là, on parle pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer ce que fait Up Luxembourg?
Up Luxembourg, donc en fait, c'est une filiale d'un groupe qui a 60 ans, qui est une coopérative, et qui a comme mission d'avoir un impact social et local, d'offrir des solutions de paiement à impact social et local. Et donc au Luxembourg, on a lancé des produits comme le chèque cadeau, le chèque repas, une plateforme de bons plans, et on développe des solutions en faveur du pouvoir d'achat des salariés. Donc moi, dans mon esprit, Up Luxembourg, c'était que les tickets resto. Hein. Non, pas seulement. Parce que moi, nous, on est clients. Ouais. De Up Luxembourg. Ouais. De Up. Donc c'est que les tickets resto. Oui, parce que toi, tu n'as pris que des chèques repas pour l'instant. Ok. Ouais. Je Mais pense peut-être que tu feras des petits cadeaux à un moment donné. Peut-être. Ok. Ouais. Donc comment ça marche concrètement ? Les chèques repas ? Le chèque repas ou le projet en tant que tel, c'est quand même un projet tech au final. Au final, au démarrage, c'est un projet tech parce que quand on arrive sur le marché et que le groupe arrive sur le marché, on se dit on va prendre la même plateforme qu'en Belgique. Hein. C'est l'histoire de plein d'entreprises qui se plantent au Luxembourg. C'est qu'elles pensent arriver avec une solution one size fit all et puis on y va avec ce qu'on a déjà. Et en fin de compte, je me rends compte que le système de cartes qui est choisi, ça va pas. Et la force du groupe et la force de Jean-Louis, c'est la capacité à pivoter. Donc, au bout de 6 mois, on décide d'embauche où je crée la SARL. Voilà, il n'y avait rien. Ah oui, tu as créé la série, tu as tout fait. Ah oui, quand je suis arrivée, moi, en fait, j'ai signé un CDD avec la fiduciaire, qui allait devenir notre fiduciaire de Up, le temps de la constitution de la société. Donc, t'imagines le risque. Je quitte un job assez bien payé, tranquille. Oui, parce que j'allais te poser la question juste après, c'était par quoi on commence quand on a une société comme Up ? Déjà, on constitue la boîte, quoi. Voilà. Ok, donc les statuts et tout. etc. Incroyable. Ah, je pensais que tout était créé, qu'ils t'ont mis... Non, j'ai été aidée, hein, je ne vais pas faire comme sûr. si j'ai tout fait toute seule. J'ai été aidée de mes collègues. Et tu apprends beaucoup de choses en plus. Mais tu apprends, ouais. Donc, pendant plusieurs mois, j'ai été embauchée. Excellent. Je me souviens, tu étais dans un open space quand je t'avais vu. Il n'y avait que toi, tu étais toute seule. Ouais, j'étais toute seule, ouais. À la Loft. Donc j'ai été toute seule pendant bien 9 mois avant de recruter. Mon premier challenge, c'était de convaincre d'aller accompagner plutôt les équipes en Belgique, de faire les développements qui allaient être nécessaires pour adapter la plateforme au Luxembourg. On change de système de carte, on part sur une carte Visa. Et en 6 mois, entre la décision et la première carte qui est émise, il s'écoule 6 mois. Donc ça démontre vraiment une capacité à livrer qui est quand même hors norme. Et qu'est-ce qui a été le plus compliqué au lancement et maintenant au quotidien ? Franchement, c'est la vente. Oui. Parce que moi, je me suis positionnée comme une start-up au démarrage. Même si j'ai les financements d'un groupe, on est une nouvelle société. Sauf que les employeurs, ce qu'ils cherchent, c'est d'abord de la confiance avant de l'innovation. Et tu as des acteurs qui sont là depuis belle lurette. Justement, tu parles de confiance. Beaucoup t'ont fait confiance dès le début ? Non. La confiance, ça se construit avec la preuve, l'épreuve, les relations, la qualité de l'expérience. Donc ça va mettre encore du temps à se mettre en place. Donc voilà, mais c'était vraiment aller chercher les premiers clients, la confiance des premiers clients. Tu te souviens de ton premier client ? Je me souviens de mes premiers clients. J'en ai eu plusieurs en même temps. Il y en a eu à la Loft, des startups qui nous ont fait confiance. Et puis après, on a eu l'école internationale, Lidl, tout ça, c'est des boîtes qui font à peu près 300 personnes. Et puis, on a fini la première année avec la confiance de Cargolux. Donc, c'est-à-dire moins de 12 mois après le démarrage de l'activité. Janvier 24, je lance les premières quatre. Octobre 24, je remporte l'appel d'offres chez Cargolux. Comment on fait pour remporter un appel d'offres comme ça ? Parce que quand on est une très très jeune entreprise. C'est dur parce que les appels d'offres sont structurés. Enfin, ça demande d'être hyper structuré, d'avoir énormément de policiers en place, au-delà du produit. Et t'apprenais à répondre à un appel d'offres structuré parce que... Je l'avais déjà fait avant. Okay. Donc, ça m'a permis... Je pense que chaque étape dans le développement d'une entreprise, ça te permet d'aller gagner, même si tu ne gagnes pas tout de suite des appels d'offres, ça permet de gagner les autres. Et ça demande beaucoup de travail. Et la différence, je crois que ça a été le travail, beaucoup d'accompagnement du client. Et puis, on a fait des développements spécifiques pour ce client, qui était assez lourd. Et vous pouvez grandir, et ils grandissaient avec vous aussi, vous grandissez avec eux.
Avec leurs solutions, puisque eux vous apportez des... En fait, le fait que tu doives faire du ad hoc pour des clients, du spécifique, c'est bien parce que ça fait évoluer ton produit pour tous les clients. Donc, il y a des choses qu'on a sorties, fonctionnalités qu'on a sorties pour d'autres clients. Ouais. Aujourd'hui, quelles sont les priorités de ta société? Gagner des parts de marché. Ouais. 25% de parts de marché, très vite pour moi. Tu arrives à 25%? Oui, je pense. Tu vois, après la première année, on est à 5%. Après la deuxième année, on est quasiment à 10%. Cette année, le premier trimestre, on n'a jamais connu ça en termes de performance commerciale. C'est parce que The Dots est devenu client. C'est parce que The Dots est devenu client. C'est parce que le bouche à oreille commence à fonctionner. Oui. On a parlé à beaucoup de monde depuis 2 ans. Et que maintenant, les preuves sont là. C'est-à-dire que tu as des gens, au début, ils ne voulaient pas prendre le risque parce qu'ils se disaient la carte, elle ne va pas fonctionner. La carte, elle fonctionne très bien. On a le plus gros réseau de commerçants. J'avoue, elle fonctionne très bien. Donc, et même sur partager, en fait... une addition entre collègues. Ouais, ça, c'est ce que les gens préfèrent. Quand tu donnes de l'argent à quelqu'un, tu lui renvoies parce que... paye-moi un truc, tu lui renvoies parce que... En chèque repas, en chèque repas parce que tu n'avais pas le cash sur toi. Non, ça, c'est cool. Donc ça, c'est par rapport à ce que tu fais. Vous avez fait aussi une étude. Sur les chèques repas. Sur les chèques repas. Ouais. Elle en a révélé quoi? En fait, je voulais faire le point un petit peu sur la perception des chèques repas chez les salariés, l'attraction de ce produit. Et en fin de compte, il y a moins de la moitié des salariés au Luxembourg qui ont des chèques repas. Donc on a l'impression que c'est un produit... qui est hyper bien connu, hyper maîtrisé, mais ce n'est pas encore le cas. Avec la digitalisation qui est venue en 25, je pense qu'il y a énormément de clients qui vont mettre en place les chèques repas. Parce qu'ils ne voulaient pas le faire, c'est du papier, c'était chiant. On sait avec le 10 ans de recul qu'en Belgique, ça a multiplié le marché de manière exponentielle. D'ailleurs, toi, tu as mis en place des chèques repas pour tes collaborateurs. C'est un peu la preuve, tu n'aurais peut-être pas géré du papier. Ah non, papier, impossible. Voilà. Je ne l'aurais pas fait parce que déjà, moi, je les aurais perdus. Ouais. Comment ça se passait d'ailleurs? Comment ça se passe quand on a des chèques repas qu'on a perdu, qu'on n'utilise plus ou qui deviennent périmés? Quand c'était papier, tu avais un taux de perte. Donc nous, on n'a jamais fait de papier au Luxembourg, mais tu avais un taux de perte et de perdu périmé qui est énorme. L'argent était stocké chez quelqu'un parce que moi, si on avait des chèques repas en papier, ils étaient où est l'argent en fait? Où se trouve l'argent? Ça aurait été l'employeur il paye l'émetteur. Donc l'argent il est chez l'émetteur et il le garde. Il le garde jusqu'à ce que tu le dépenses. Mais t'es limité en termes de jours tu dois les dépenser 1 an après leur date d'émission, mais on a mis tout un mécanisme pour rappeler aux gens qu'il faut qu'ils utilisent leur chèque. Aujourd'hui, quelles sont les responsabilités qui te prennent le plus de temps dans tes tâches quotidiennes au boulot? Il y a la représentation, ça, pour représenter Up dans les différents networking organismes. Et puis, la gestion de l'équipe commerciale. Ça, c'est vraiment... Ça prend du temps de suivre, d'écouter, écouter les clients, voir ce qui remonte, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc, voilà. Vous êtes combien de personnes maintenant? On est 7. Et puis après, j'ai des gens en Belgique qui nous accompagnent. Ils sont 150. Et donc, on a l'IT, le produit qui nous accompagne avec des personnes dédiées. C'est quand même... Ça peut être une sacrée success story d'ici quelques années. Et je pense que ça l'est déjà. Hein. Moi, je pense qu'on est déjà... il y a des choses à consolider, mais je suis convaincue que la dynamique, elle est déjà en place. Là, il y a tout en place pour réussir. On a un produit qui est haut niveau et qui est sur certains aspects meilleur. On a une équipe commerciale qui est en place. On a la confiance de 2 des 3 plus gros employeurs du pays. C'est qui? Dussmann et Cargolux. Ok. Ouais. Et je pense qu'il y en a d'autres qui suivront. Donc, moi, je suis extrêmement confiante pour la suite. Là. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter sur quand tu as lancé Up, quelque chose qui je sais pas moi, au niveau de la concurrence ou plutôt ou même des anciens collègues Ouais, la première anecdote, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est ils n'y croyaient pas, mes anciens collègues. Ensuite, au niveau de la concurrence, je crois que c'est ça qui est un peu où j'apprends à m'en détacher. Parce que déjà que tu n'as pas la confiance du marché, parce qu'il faut la construire. Mais en plus,
on te démonte dès que c'est possible, quoi. C'est vrai? Ouais. Un exemple. Tu peux sortir un joker? Oui, non, je sors pas de joker. Mais c'est arrivé qu'une cliente, elle est devenue, cette entreprise est devenue cliente. Mais c'est arrivé qu'on nous appelle, oui, si tu fais le prix à 0, Chine pendant 3 ans, t'as dit qu'ils vont se casser la gueule. C'est le vrai verbatim. Et puis, mon sales, il dit, mais tu penses parler à qui? Parce que là, c'est Up. Donc, la personne raccroche. Elle pensait parler à son prestataire. Et donc, voilà, donc très gênée. Et après, elle dit, ouais, je savais pas comment m'en débarrasser. Il arrêtait pas de me mettre la pression. Voilà. Moi, des anecdotes, j'en ai plein. Il y a 99% des salariés d'un des concurrents qui ont déjà postulé chez moi. Et puis, j'ai même un DG d'une des boîtes qui a essayé de me recruter et qui a pris le poste après. Okay. Donc ça, c'est rigolo. Donc, il y a de la business intelligence et puis après, il y a les pratiques. Je pense que ça n'empêche pas d'être droit dans ses bottes. On va finir avec une ou deux questions de Up et ensuite, on repassera à toi. Quels sont les chiffres clés aujourd'hui que tu as en tête? Bon, 25%, c'est ton target. Ouais. Est-ce que tu en as d'autres comme ça? Tu te dis, tiens, voici ma motivation, avoir 20 personnes, 30 personnes, je sais pas moi. Non, sur le nombre de personnes, je crois qu'il faut être héroïste. Donc, on verra sur quel autre produit on va se développer. Je pense qu'il y en aura d'autres. Tu t'imagines quoi dans 5 ans? Sur Up? Oui. Dans 5 ans, on ne sera pas à 25% de part de marché. Je pense qu'on aura dépassé, j'espère qu'on aura dépassé, on aura dépassé ce chiffre. Et puis, non, d'avoir une boîte prospère qui satisfait ses clients. Parce que d'abord, c'est de satisfaire ses clients. Qu'est-ce qui te motive le plus dans la vie? T'as l'air d'être une personne de challenge, tu l'as dit au début. Hein. Je crois que ça, depuis que je suis, je dirais, 16 ans à peu près, depuis loin que je me souvienne, c'est d'avoir un impact concret. Donc, je sais que c'est là où je veux aller. Et puis, ouais. T'aimes bien voir les résultats? Ouais, j'ai vraiment besoin que ce soit tangible et d'avoir un impact sur les gens ou sur un projet. T'as fait de la compétition, du sport, des choses comme ça? Non, pas du tout. Pourtant j'ai un esprit compétitif, mais je dirais assez sain. C'est-à-dire que je me mets pas en compétition avec les gens, jamais. En tout cas, pas de manière pas saine, quoi. Ouais, mais c'est vrai que j'ai envie de gagner, ouais. J'ai très envie de gagner. Ouais. Et qu'est-ce qui ferait que tu dis, j'ai gagné cette fois? 25% de part de marché. Mais on peut y arriver dans 18 mois. Et le jour où tu atteindras ça, est-ce que tu n'auras pas envie de faire autre chose? C'est possible, mais je crois qu'il y aura toujours... Enfin, je peux pas tout dire là, mais il y aura d'autres projets. Il y aura d'autres projets pour Up. On parle beaucoup d'IA. Ouais. Est-ce que vous avez implémenté des choses avec l'IA ou pas? Oui, Est-ce que vous l'utilisez au quotidien? Oui, moi je l'utilise au quotidien, mon équipe aussi. Après, je pense que l'IA, je sais pas si tu as sûrement vu le dernier rapport de Deloitte, hein. Oui. Ça va être complètement embarqué dans les outils. Nous, dans les outils qu'on utilise, c'est déjà embarqué. Donc parfois, il y a de l'IA, tu t'en rends à peine compte, quoi. Voilà. Si tu avais le pouvoir de ne plus travailler avec quelqu'un, ce serait qui? Est-ce qu'il y en a? Non, il n'y a pas vraiment de personne, mais si je dois penser, c'est peut-être avec... Non, il n'y a pas des gens avec qui j'aimerais pas travailler. Il y a des profils, probablement... Quel genre de profil? Moi, j'ai besoin de bosser avec des gens qui sont engagés, qui sont authentiques et qui sont francs, quoi. Tout ce qui est... par exemple, je ne pourrais pas avoir dans mon équipe des gens qui dénigrent mes concurrents. Ça, c'est non. Si tu devais te décrire en 3 mots, ce serait quoi? Combative, je dirais, authentique et résiliente. T'as déjà eu des ratés professionnels? Parce qu'à t'écouter... Pas encore, mais je suis encore jeune, hein, j'ai 35 ans. Je crois que... Moi, je suis assez convaincue qu'on a tous un raté dans une vie. Ou alors, tu prends pas ça pour un raté, c'est juste que... Non, j'ai pas de raté. Par contre, dans ces 3 dernières années, j'ai vraiment pas de raté. Parce que j'ai réussi à chaque fois à step up. Comme j'ai besoin de challenge, à chaque fois, j'ai un nouveau challenge qui arrive. Par contre,
le challenge, ça a un coût. Ça a un coût pour le corps, pour la vie et tout. Donc ça, ouais. Je pense que l'échec, il est plutôt sur la gestion de soi, de pas se pousser trop. La vie, c'est pas un sprint. Hein. Il t'est arrivé d'avoir des soucis à cause de ça? Oui, je pense que je dirais pas que c'est à cause de ça. Il y a une partie génétique, mais que je me suis pas assez écoutée. Et quand on monte une boîte, en fait, il faut quand même s'écouter et prendre soin de son esprit et de son corps, c'est important. Parce que sinon, on tient pas. Donc ça, c'est un échec et c'est important que je reproduise pas les mêmes erreurs. Et après, bon, tu t'es soigné, tout ça. On a la chance d'être au Luxembourg, d'avoir un système de soins de dingue, et donc je suis toujours en rééducation. Ok. Et est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te dire, je suis pas à la hauteur? Des moments, des périodes comme ça? Je suis pas à la hauteur du challenge. Oui. C'est au moment de prendre le job, je me suis posé beaucoup la question, est-ce que je coche toutes les cases? Mais après, une fois que j'y suis, j'ai pas laissé de place au doute. Je t'avoue que moi, quand j'ai vu le lancement, je me suis dit, ça va être encore une start-up qui va pas forcément fonctionner. Alors là, je vois le succès, c'est... Mais il y a beaucoup de start-up qui fonctionnent pas. Oui. Il y en a que quelques-unes qui survivent dans la TPE. C'est une start-up qui est quand même un gros groupe derrière. Ouais, il y a les financements, donc je suis une intrapreneuse, quoi. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir les finances d'un groupe pour payer une équipe et développer ce qu'il faut. On est dans un podcast où on parle beaucoup de tech à la base. Comment tu vois la vie au niveau tech? Qu'est-ce que tu utilises au quotidien? Est-ce que tu es très addict au niveau technologie, ton téléphone, etc. Ouais, mais moi je suis sur l'intelligence artificielle à fond, quoi. Je commençais à développer une appli pour suivre une action marketing qu'on a mis en place. Voilà, après, sur le CRM, tout ça, moi, avec l'IA, maintenant, tu peux faire plein de choses. Donc, grâce à ça, tu peux tout faire tout seul, quoi. Ça, c'est au niveau professionnel. Et au niveau personnel? L'IA aussi. L'IA. Et les réseaux sociaux? Alors, j'ai supprimé Instagram. Ok, pourquoi? Alors, ça fait plusieurs mois et mon équipe rigole, se moque de moi. Parce que je trouve que tout ça, ça te rend complètement addict. Il y a un truc d'addiction. En fait, t'es trop addict, t'as supprimé pour ça ou? Ouais. Insta, quand tu dors pas, insomnie, parce que tu dis, ouais, est-ce que j'ai pensé à ça? Hop. C'était un Insta perso? Ouais. Et t'es dessus, quoi. Ah ouais, donc t'étais addict à Insta, ouais. Mais t'avais... Ouais. LinkedIn, Insta, tu vois. Donc, j'ai gardé LinkedIn parce que c'est un objectif professionnel. Et Instagram, on a fait un challenge avec la DRH de chez Cap4Lab. Ok. Yasmine, qui est vraiment une personne super, qui m'a dit, allez, tu réessayes 21 jours. Donc, c'est pas que je suis une addiction. Tu réessayes Instagram 21 jours? Non, elle m'a dit, tu supprimes complètement Instagram pendant 21 jours et tu seras complètement... Et pourquoi t'as dit 21 jours comme ça? Parce qu'il paraît qu'après 21 jours... Donc ça, c'est pas une vraie addiction, mais disons que je trouve qu'on passe trop de temps sur les réseaux sociaux, à défaut de lire ou d'échanger avec nos proches. Et je trouve que ça altère trop les relations qu'on a avec les gens. Si demain, tout devait s'écrouler dans ton entreprise, dans ta carrière, tu ferais quoi? Je ferais quoi? Tu ferais quoi comme métier? Ah, comme métier? Enfin, comme métier ou comme job ou... Je crois que je ferais boulangère. Non, je remonterais une boîte. Boulangère, justement. Tu voulais faire quoi quand tu étais jeune? Quand j'étais ado, je voulais faire cuisinière. Okay. Quand j'étais au collège. Donc, c'était le moment où tu choisissais d'aller en voie générale pour les Français qui connaissent ou en professionnel. Et mes parents ont tout fait, mais tout, pour me décourager. C'est-à-dire qu'ils m'ont fait rencontrer des gens qui travaillaient dans l'hôtellerie, dans la restauration, pour me dire que c'était trop dur, parce que la voie professionnelle, c'était pas très noble à l'époque. Et c'est pas un métier facile, ce cuisinier. Mais c'est pas facile non plus de monter une boîte, ou tu vois. Il y a rien qui est facile. C'est vrai. Donc, et moi, tu cuisines bien aujourd'hui? Je cuisine, j'ai moins le temps, mais tous les week-ends, la première chose... Non, mais la réponse, tu cuisines bien, je cuisine. Donc ça cuisine, il faut demander à mon conjoint et à ma fille. Thermomix? Non, j'ai pas Thermomix. Non, par contre, je fais tout maison avec ma fille. On cuisine beaucoup dès 8h du matin le samedi. Ah, ok. Ouais. Est-ce que t'es déjà arrivé de mentir? J'aime pas le mensonge. Oui. Ça, c'est un truc pour moi. Tu mens. Sur ton CV, ou pour avoir à l'époque, quand tu étais jeune, jamais.
Non, la seule chose que j'ai mis, c'est quand j'ai postulé chez DigiCash, j'ai mis l'adresse de mon copain, quoi. Parce que ici au Luxembourg, oui. Ouais, oui ça, voilà. Ouais. Mais c'est là où j'allais vivre en arrivant. C'est le truc le plus fou que j'ai fait sur un CV. Et sinon, non. Moi, j'ai horreur du mensonge. Si dans les relations professionnelles et perso, dès qu'il y a un truc, une fois que la confiance est cassée, c'est pas possible pour moi. Que dirait ton entourage pro de toi? Faut leur demander. Ouais, tu vas imaginer. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils disent de toi? Ce que j'aimerais, non, mais ce qu'ils me diraient, c'est... Exigeante. Ouais, il y a un certain niveau d'exigence, ouais. Et puis, c'est marrant, il n'y a pas très longtemps, ils en ont parlé, il y a eu un feedback humaine. Je suis très à l'écoute, donc parfois il faut cadrer et... faut faire attention. Et donner une direction claire. Et empathique. Et empathique, ouais. Mais après, moi, je donne beaucoup de flexibilité. C'est-à-dire que j'ai besoin de travailler dans un cadre de confiance, aussi bien avec les gens qui sont au-dessus que les gens avec qui je bosse au quotidien. Mais par contre, du coup, ça offre une certaine flexibilité. Justement, la relation avec tes collègues, tu as déjà dû virer des gens parce que c'est une boîte jeune? Oui, je l'ai déjà fait, oui. Ok. C'est dur, non? Ça dépend comment c'est fait, je crois. Je crois que les gens, quand tu dois les licencier, sauf si c'est un problème de performance, c'est un peu libératoire aussi pour la personne qui est en face. Parce qu'à un moment donné, une boîte, elle est là pour avancer. Et si tu pressurises quelqu'un parce que t'as pas la performance attendue, c'est pas du bien-être que t'offres à ton collaborateur. Donc je crois que si tu fais ça correctement, avec beaucoup de respect et d'accompagnement, ça peut bien se passer. On parle souvent de succès, mais derrière tous ces succès, il y a toujours le revers de la médaille. Selon toi, c'est quoi le revers de la médaille? Le temps. C'est courir après le temps constamment. Et moi, j'aime bien je prends pas beaucoup, je prends pas le temps assez, quoi. Et puis tu t'apprécies pas forcément les étapes. Donc j'apprends à apprécier chaque étape. Et quand tu regardes en arrière, est-ce que tu es fier de ce que tu as accompli? Tu te dis, où est-ce que tu en es? Tu te dis quoi par rapport à ce parcours? Non, je suis super fière. Je suis super fière parce que c'était pas écrit, quoi. C'était pas écrit. Moi, j'ai grandi... Donc, ce qui est super au Luxembourg, c'est qu'on te demande pas trop d'où tu viens. Hein. T'es français, belge, voilà. Mais j'ai grandi dans un environnement social où il n'y avait pas les mêmes chances pour tout le monde, quoi. Donc c'était pas gagné. Et la représentation que j'avais, moi j'ai manqué de rien, mais la représentation que j'avais, je viens pas du tout du monde dans lequel j'évolue aujourd'hui. Hein. Quand je rentre à Bondy dans le 93. En banlieue parisienne, c'est pas du tout la même ambiance. Bondy, c'est la ville de Kylian Mbappé. Ouais, c'est la ville de Kylian Mbappé, ouais. Il a 10 ans, il a 10 ans de moins. Ok, donc la différence entre Bondy et Luxembourg, c'est vrai qu'à mon avis, il y en a... Ouais, c'est deux salles, deux ambiances. Il y en a pas un meilleur que l'autre. Oui. Il y a des bons côtés des deux côtés, quoi, mais c'est pas du tout la même ambiance, quoi. Ça, c'est sûr. Au niveau social. Et pour ta fille, c'est une fille que tu as. Hein. Ouais. Tu préférais qu'elle vive au Luxembourg ou à Bondy? Au Luxembourg, avec la galère de Bondy. Pourquoi la galère de Bondy? Parce que ici, on lui offre quand même des conditions de vie qui sont pas les mêmes que nous, on a eu. C'est hyper vert, on a accès à la nature. J'étais encore à Bondy la semaine dernière, c'est bétonné partout, il y a très peu de parcs, il n'y a pas de parc. On a beaucoup de chance, on est privilégiés ici. Oui. On est vraiment privilégiés. L'école, ils sont 16 dans la classe, à Bondy, ils ne sont pas 16 ans. Donc, les chances de réussite, pour elles, ce n'est pas les mêmes. Donc, moi, je raconte pas une histoire où j'ai eu des parents qui comptaient leurs sous pour payer le loyer. Hein. Par contre, j'ai grandi dans un logement social avec un environnement qui est complètement différent. Et en termes de représentation en tant que femme aussi, et ce que toi, tu peux t'imaginer faire, te projeter, ça demande un effort plus grand parce que autour de toi, c'est pas des entrepreneurs, c'est pas des dirigeants, c'est pas des gens qui bossent dans le CAC 40. La MJC. Ouais, c'est ça, tu vois. Et puis,
Moi, j'ai un père qui est formateur dans la petite enfance, qui est directeur d'un centre de formation. J'ai une mère qui a transcendé complètement sa situation sociale. C'est-à-dire qu'elle a arrêté l'école et elle a repris à 40 ans quand on était enfant. Donc, ça, j'ai eu un modèle où on peut transcender quoi, les classes sociales. Alors que là, ils ont quasiment tout. Mais ma fille, Ta fille. Ouais, elle a tout. Donc, il faudra qu'elle bosse, quoi. Ouais. À 15 ans, elle va bosser, hein, ça, c'est sûr. Il faudra qu'elle apprenne, oui. Ouais. C'est ma crainte également. On n'a pas les mêmes... on n'a pas les mêmes... non. Les mêmes histoires. Après, ils ont cette chance-là, mais il faut qu'ils en soient conscients. Et là, je pense qu'ils ont l'éducation. Si on les éduque bien et qu'ils ont ces valeurs-là et qu'on leur transmet. Mais je ne doute pas que tu le feras... de la bonne manière. Si t'es aussi strict... Je suis stricte. T'es trop stricte. Je suis pas stricte, hein. Non. Quoi, je suis stricte? Non, de temps en temps. Mais... Je suis un peu stricte, je suis sérieuse, quoi. Ouais, voilà. Bah, strict et sérieux, tu peux être sérieux. Non, mais c'est vrai que je suis sérieuse, quoi. Ouais. Bah, la preuve, la seule bêtise que t'as faite, c'était un jour... mais tant mieux, mais tu vois... Non, par contre, j'étais un peu dure, quoi. J'étais un peu insolente. C'est-à-dire que sentiment d'injustice, tout ça, j'étais un peu une révoltée. Pas c'est-à-dire que tout ce qu'on pouvait me dire que je trouvais pas juste, ça allait... En cours, t'étais comment? Ouais, en cours, j'étais très disciplinée. J'étais une élève moyenne qui bossait beaucoup. Par contre, dès qu'il y avait un truc, j'étais pas impertinente. Mais dès qu'il y avait une injustice sur quelqu'un, ça a dit ouais, mais madame. Oui, ou par exemple, il y avait eu la loi Taubira sur la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Le prof d'histoire n'en parle pas. Je suis au lycée, c'est la première fois qu'il y a cette journée. Et je lui dis mais vous faites quoi? On n'en parle pas. Et donc il me dit t'as qu'à préparer quelque chose. Et donc j'ai dû présenter un truc à l'école, quoi. Donc ça, oui. Et puis, voilà, c'est plutôt sur ces aspects-là. Intéressant. Donc, là, comment tu vois ton avenir dans les 10-20 prochaines années? Bonne question. Je crois que je suis un peu un tournant quand même. La suite, c'est l'équilibre que tu trouves avec ta vie personnelle, quoi. Quel conseil tu donnerais à Alicia, ado, aujourd'hui? Fais de la cuisine. Non, je regrette. Mais j'y viendrai peut-être, tu vois. Ouais, peut-être que tu vas tout arrêter. En plus, je fais des chèques repas. Bah oui. Donc, chèques repas, vas acheter un resto. C'est pour aller au resto. Ouais. Tu vois, je vais peut-être acheter un resto, quoi. Ouais. Quel conseil? C'est fais-toi confiance, quoi. Fais-toi confiance, tu vas y arriver. J'ai le même sentiment qui m'anime quand j'avais 17 ans et que je préparais Sciences Po que maintenant, quoi. Que c'est possible. Tout est possible. Parfait. Je pense que c'est bien pour finir ce podcast. Effectivement, tout est possible. C'était un réel plaisir de t'avoir. Et la dernière question, c'est qui aimerais-tu avoir J'aimerais bien voir l'équipe d'Ificache, quoi. Raoul, Georges et Jonathan. Les trois, parce que c'est un trio. C'est un sacré trio, quoi. Ils ont chacun leur personnalité. Il faudra que je change le setup. Il me faudra trois sièges. 3 sièges. S'ils veulent, hein. On verra. Je pense qu'ils accepteront. Merci beaucoup, Alicia. Je t'en prie. À bientôt. À toi. Merci.